comment ça va, Michel? On a commencé plus tôt l'émission finalement. Comment vas-tu? Ça va, moi, ça va. Très bien, en pleine forme. Oui, ça va, je suis en forme. J'essaie de tenir. Bon, parfait. Bonjour monsieur, comment ça va? Bonjour, en tout cas ravi d'être parmi vous sur le plateau. Bonjour à tout le monde et bien sûr bonjour à l'ensemble des téléspectatrices et des téléspectateurs et je souhaite à tout le monde une bonne émission. Je vois que ça devient commun que tout le monde dise bonjour d'abord aux téléspectatrices. C'est un mot qu'on se passe ou quoi? Pourquoi pas les téléspectateurs de temps en temps? Pourquoi les femmes d'abord? Elles disent qu'elles sont l'égale des hommes. Oh là là, qu'elles sont le pouvoir. Mais c'est parce qu'une femme sur le plateau, elle pourra répondre. Si j'avais dit ça et qu'elle n'était pas là, elle aurait pu dire, ouais, profite-moi pas là pour dire ça. Bon, comment ça va, Karine? Bonsoir Mano, bonsoir Michel, bonsoir Mathieu, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop anxieux par rapport au contexte qu'il y a dans la société. J'ai deux petits mots à dire en début d'émission. Alors, je vais passer le message de la part de Félix et qui se reconnaîtra, que je salue, qui m'a signalé que beaucoup de personnes se plaignent au Larentie de l'absence de TCSP, d'arrêt de TCSP. Et donc, du coup, quand il faut prendre le TCSP, ils sont obligés de traverser avec le pont et que quand il pleut, c'est compliqué. Donc, j'ai passé le message. Et puis, j'aimerais aussi lancer un message global concernant la sécurité du personnel soignant. De plus en plus de professionnels de santé libéraux se font agresser pour être braqués dans l'exercice de leurs fonctions, notamment dans leurs déplacements à domicile. Et c'est très grave. Donc, il y a des initiatives du personnel soignant pour prendre des mesures, notamment des boutons d'urgence que l'on peut actionner, mais ça, c'est une mesure qui n'est pas dissuasive, qui permet de faciliter la géolocalisation et l'intervention des forces de l'ordre quand ça s'est passé. Mais à mon avis, il y a un gros travail à exécuter pour garantir la sécurité de la population, bien sûr, mais aussi du personnel soignant. Et j'envoie un petit message d'encouragement à Brice, qui lui aussi a été victime d'un braquage ce week-end. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu penses de... Pourquoi dire bonjour d'abord aux téléspectatrices? Pourquoi il a fallu faire un projet de loi, une loi, pour parler de l'égalité? Il semblerait que les femmes disent, pourquoi on a fait cette loi? Parce que nous n'avons pas besoin d'une loi pour montrer que nous sommes les égales des hommes. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que ça aurait dû être intuitif. Cependant, dans la société patriarcale dans laquelle nous nous trouvons, alors je ne suis pas une extrême féministe, hein, moi je suis plus une féministe sur le plan de l'égalité. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de situer un genre au-dessus de l'autre. Cependant, il faut admettre que dans la société dans laquelle nous vivons, on en parlait lors de la marche blanche contre la violence avec c'est monsieur Alain Alfred qui est intervenu suite au témoignage d'une victime de violence et qui insistait sur le process pour faire valoir ses droits. Et plus on lui expliquait qu'en tant que femme, on n'est pas écouté de la même façon, on n'est pas reçu de la même façon quand on va au commissariat ou à la gendarmerie et que les suites ne sont pas les mêmes que quand un homme fait la même démarche, eh bien, il y a des gens qui ont du mal à percevoir les inégalités qui règnent dans la société et parfois, il est nécessaire de pousser le bouchon un peu loin pour que ces inégalités-là soient considérées et que l'équilibre soit rétabli. Donc, malheureusement, il faut parfois passer par des extrémités comme des lois pour rétablir l'équilibre, en tout cas dans la considération et dans le fait qu'il faut que ça s'imprègne dans l'esprit de tous, qu'il faut respecter tout le monde. Qu'est-ce que tu penses de ça, Michel? Moi, je pense qu'il y a quand même des inégalités. La première inégalité, en particulier dans un pays comme la Martinique, et depuis l'esclavage d'ailleurs, c'est le fait qu'on a attribué à la femme un certain nombre de fonctions, et depuis l'époque de l'esclavage. Bon.
notamment la fonction de reproduction. À mon avis, c'était Ben avant. oui. Hein. Bon. Même avant l'esclavage. Bon. Hein. Ben non. Même avant l'esclavage. Pendant l'esclavage, c'était un rôle spécifique aux femmes pour les maîtres, parce que les maîtres voulaient que la richesse de l'habitation dépendait du nombre d'esclaves. Et que plus les femmes faisaient des enfants, et la fonction de l'homme, c'était d'être de reproducteur. Bon. C'est pas moi qui dis ça. C'est la sociologue Smeralda qui essaie d'utiliser, qui essaie d'expliquer les inégalités hommes-femmes, mais à partir de l'histoire propre de la Martinique. Et non pas en calquant sur l'Europe. Donc je pense que... Puis il y a les comportements induits, les éducations. Alors, la loi est nécessaire quelque part pour sanctionner certaines discriminations. Maintenant, s'agissant des comportements, par contre, ce que tu viens de signaler là, moi je vais partir de la génération, c'était de la politesse. Oui. C'est de la politesse. Tu es dans un trottoir, il faut passer, tu laisses la dame passer d'abord, et tu montes de la rue et tu la laisses passer. Bon, c'est de la politesse. Bon. Alors, ce sont des acquis de l'éducation et qui, à mon avis, se discutent. Bon. Alors, moi personnellement, je continue. À descendre du trottoir pour laisser passer. Exactement. Comme on m'a appris, comme ma maman m'a appris, etc. Bon, comme mon père m'a appris. Bon. Maintenant, ce sont des choses qui vont probablement se modifier avec le temps. Il y a un facteur temps. Bien. Et un facteur générationnel. Alors pourquoi en politique il a fallu faire une loi pour l'égalité sur les listes municipales, les listes électorales, mais on se rend compte qu'en réalité, les femmes ne sont pas tellement pressées de participer. Et souvent, on va à la pêche pour pouvoir compléter la liste. Je laisse d'autres répondre. Mais pourquoi tu J'ai mon idée là-dessus. Tu as ton idée. J'ai mon idée là-dessus. Mathieu, comment ça va? Oui, ça va. Et mon expérience. En plus, dont tu vas nous faire profiter. Donc on laisse Mathieu répondre. Toute bonne chose n'est pas bonne à dire. Ah, ça laisse présager de ce que tu aurais dit. Allez. Ça promet. Non, je voudrais dire qu'il y a quand même, pour revenir au début de la question, il y a de la bienséance qui est un peu normal et dans cette société qu'il faut avoir de la bienséance et on en parle. Hein, de plus en plus, on doit avoir de la bienséance vis-à-vis d'entre nous. Peu importe. Le sexe, j'estime qu'on doit avoir de la bienséance entre nous. En ce qui concerne les inégalités, bien sûr qu'il y a des inégalités qui persistent dans la société et vis-à-vis des femmes, notamment, on l'a vu en matière salariale, en matière professionnelle, etc. Les postes de haut cadre, toutes les études le démontrent. Sur ça, il n'y a pas de débat et c'est vrai qu'il faut, au fur et à mesure, même si ça fait des années, ça fait des siècles, et des fois les choses avancent très lentement. Et des fois, il faut que des lois soient mises en place pour permettre aux choses d'aller plus vite. Notamment, c'est vrai qu'en matière politique, qu'il y avait très peu de femmes qui étaient engagées et qu'on retrouvait majoritairement des hommes, que ce soit sur les listes, avant la loi sur la parité. Sauf dans le premier conseil municipal communiste de 1946. Ah ouais, 46. 46, avec Aimé Césaire et Georges Gracian. C'est ce que j'allais dire. Vous prenez la photo du conseil municipal, il y avait beaucoup de femmes. Le Parti communiste était en avance. Je dis bien le Parti communiste et pas Césaire. Bon, je ne veux pas. Non, parce que dans toute bagaille, maintenant tout est ramené à Césaire. Y compris ce qui a été fait pendant la période où il était communiste. Alors, on continue, Mathieu. Donc, ça permet de faire les choses avancer. Après, au niveau de l'engagement des femmes, là, tu parles au niveau politique. Oui. C'est vrai que il y a. Moi, j'ai vu quand même les choses évoluer. J'estime que maintenant, on voit de plus en plus de femmes qui s'engagent. Le fait qu'il y ait la loi ou non, de parité ou non, les femmes s'engagent de plus en plus. Est-ce qu'il y en a assez? Dans certains hémicycles, il n'y en a toujours pas assez. Malheureusement, dans certains hémicycles, il n'y en a toujours pas assez. Et que j'espère qu'à l'avenir, que les choses vont être de plus en plus équitables à ce niveau-là aussi. Mais quand il n'y a pas assez de femmes pour terminer la liste électorale,
qu'est-ce qui se passe? Non, mais de toutes les façons, sur certaines listes, les dernières personnes qui sont sur certaines listes, hommes ou femmes au niveau de la parité, souvent ce sont des gens qui savent que par rapport au pourcentage qu'on fait de manière générale dans une élection, ici on n'est pas en dictature, on est quand même dans des territoires où c'est la démocratie, donc on sait très bien on va pas gagner une élection à 90%. Ici, c'est très rare qu'on gagne une élection à 90%, à 100%. Ça existe, hein. Non, mais je veux dire, est-ce que la loi punit la liste qui n'a pas de nombre de femmes? Oui, tout à fait. De toute façon, la liste, elle est rejetée si la parité n'est pas respectée sur cette liste. Deuxièmement, lors d'une élection, je prendrai l'exemple d'une élection législative, par exemple, pourquoi on voit certains partis nationaux mettre des candidats ici qu'on ne connaît pas et qui font des fois 1 voix, 2 voix ou 0 voix? C'est simplement du fait que si on respecte pas la parité, même pour des élections comme des élections législatives, ce qui fait que lors des doutes, on a une diminution des dotations qui sont faites, que ce soit en termes de voix et dotations qui sont faites en termes de partis. Donc, ce qui fait que les partis nationaux viennent, présentent des candidats ici qu'on ne connaît pas simplement pour équilibrer les choses. Et ici, on se retrouve souvent avec des partis, parce qu'un parti politique, des fois, présente qu'un seul candidat sur une seule circonscription. Sur une seule circonscription, n'a pas des candidats sur l'ensemble des circonscriptions. Donc, ce qui fait que naturellement, il perd de l'argent. Il perd de l'argent en termes de dotation chaque année à ce niveau-là. Parce que on voit que la députée Béatrice Bellé, c'est aussi une femme qui est en deuxième position. Oui, mais elle fait partie, elle se présente au nom du PS et le Parti socialiste français, il présente des candidats dans l'ensemble des circonscriptions. Donc il arrive à équilibrer plus ou moins son nombre d'hommes et de femmes sur l'ensemble du territoire de l'Hexagone. Donc ce qui fait qu'il ne perd pas en termes de dotation, bien au contraire, je pense. Mais alors que quand on a un parti martiniquais qui, je sais pas, il va présenter 2 candidats, si c'est 2 hommes par exemple, ce qui fait qu'il va perdre de l'argent à ce niveau-là. Très bien. Et on sait que c'est vital pour les partis politiques le fait d'avoir des dotations de fonctionnement, parce qu'on sait très bien qu'il y a la séparation, ils n'ont pas le droit d'avoir des entreprises de tout le monde depuis un certain nombre d'années, donc ce qui fait que c'est très important pour eux. Puisqu'on parle de politique, quel est le parti en Martinique qui touche le plus par rapport au nombre d'électeurs qui ont voté pour? Pour l'instant, le parti qui touche le plus par rapport au nombre, pas qu'au nombre d'électeurs, mais au nombre notamment de parlementaires, mais aussi, voilà, ce qui permet d'équilibrer les choses et de mandats, c'est PIA. C'est PIA. Maintenant. À une époque, on retrouvait le PPM, mais maintenant c'est PIA, oui. Et à notre période, c'était le MIM. Voilà. D'accord. C'est important que le public comprenne ça. Et puis, il ne faut pas oublier des fois aussi qu'il y a certains élus, certains parlementaires qui se rattachent à certains partis. Parce que si on est, par exemple, une association ou un mouvement simplement, et pas un parti politique déclaré officiellement avec une comptabilité stricte, etc., on ne peut pas avoir des dotations. Et c'est pour ça qu'on voit certains élus, par exemple, se rattacher à d'autres partis alors qu'ils ne sont pas membres de ces partis-là. C'est simplement pour permettre d'avoir un versement des dotations de fonctionnement. Dotations les 2 députés PIA. Il y en a un qui est rattaché à la France Insoumise, Nilon, et l'autre qui est rattaché au Parti communiste, Nado. C'est ça. Et il y a des accords, après, qui ont été passés avec ces partis-là pour la répartition des fonds. Il y a toujours l'argent derrière tout ça. Bien, non, c'est pas ça. Non, je ne te laisse pas dire ça. Non, Alors, mais on répète toujours un certain nombre de choses réactionnaires. Non. Le combat pour que l'égalité, que les partis puissent accéder aux élections est un combat démocratique. Parce que les partis de droite, les partis représentant les intérêts, en Martinique par exemple, les partis représentant les intérêts des Béquets, le sénateur, je ne remonte dans le passé, le sénateur Lemoy. Ah, tu remontes déjà dans le passé, là. Bon, mais oui. Mais le passé détermine le présent. Oui, bien sûr. Bon, ce que je veux dire, je n'ai pas pris des exemples précis, mais le député Banane, tout récemment, Sablé, ok? Bon, ils trouvaient de l'argent pour faire leur campagne électorale auprès des groupes économiques dominants. Pardon, Michel, Sablé, c'est un député du Sud? Député du Sud. Parce que le député Banane, j'ai souvent entendu ça pour le député du Nord, par l'ancien maire du Gaumont, j'oublie son nom. Pardon, monsieur le maire. Non, il était député du Sud. C'est pas pour le seul qu'on disait ça. Je ne donne pas de nom, mais je sais. Anicet Turiné, voilà. Anicet Turiné. Mais ça, pour terminer mon raisonnement,
pour terminer mon raisonnement, ce que je veux dire par là, c'est qu'il a fallu se battre pour obtenir que la loi réglemente le financement des partis politiques et c'est calculé sur des critères objectifs. Par conséquent, je prends l'exemple du Parti communiste, qui pendant longtemps avait un nombre, vu l'effet du scrutin ménageur, un nombre de députés très faible, alors qu'il avait un nombre de voix important. Bon, mais avec la barrière de la majorité, du député du premier tour et du deuxième tour, ils étaient éliminés au second tour. Bon, par conséquent, mais en nombre de voix, bon, eh bien c'est ça qui est. Donc, oui, mais les partis Michel, de je ne gauche, pense pas que ce soit le propos de Mano. Je mais pense que... non, il a dit c'est une question d'argent. Alors, Je dis d'où vient l'argent. L'argent vient du fait que les partis de gauche se sont battus pour que les partis aient le même accès au financement des campagnes électorales. Non, mais c'est bien d'expliquer tout ça. Mais, pardon, tu voulais dire quelque chose, Annie? Oui, je disais que oui, c'est très bien d'apporter cette lumière-là, mais il faut aussi préciser qu'il y a des pratiques politiques qui consistent à faire du lobbying pour rediriger, pour placer les députés de façon... Mais c'est ton autre problème. Oui, parce que quand on passe au-dessus d'instances d'un parti, d'une instance locale, qu'on négocie directement avec le grand patron de France, admettons Mélenchon, qu'on passe au-dessus de LFI Martinique pour pouvoir négocier une place auprès de... Et ça, ce sont des choses qui peuvent arriver. Ce sont des choses Et malheureusement, ça décrédibilise les autres membres d'un parti. Et c'est bien dommage. Parce que ça, par contre, c'est antidémocratique, vois-tu? Mais ça regarde la démocratie à l'intérieur de chaque parti. Absolument, mais la démocratie, c'est la démocratie. Ce n'est pas possible le Parti communiste. Alors justement, je suis ravie de l'apprendre. Puisque tu parles du Parti communiste, qui a tant fait, pourquoi ce que tu viens de donner comme exemple, vous avez eu peu d'argent... Pendant longtemps, pas. Oui, bien sûr, mais vous auriez, s'il n'y avait pas ce deuxième tour, il y aurait plus de députés communistes. Alors pourquoi on ne rétablit pas ça avec une loi? Comment ça s'appelle? Il y a la proportionnelle. Pourquoi on ne fait pas ça? Les débats sont en cours à l'Assemblée. Tu as poser la question. Le scrutin le plus juste, c'est le scrutin dit à la proportionnelle. C'est-à-dire que tu as un nombre, je pense que tu as 25% des voix, bon, tu as 25% du nombre de députés qui est, je crois, de 577. Bon, donc tu fais une règle, 27%, ça doit faire quelque chose comme 62 députés. Bon. Et bien souvent, le Parti communiste se trouve avec 8 députés. Bon. 577, 25%. Bon. Par conséquent, même plus, 150 députés, excuse-moi. Parce que j'allais dire beaucoup plus. Je suis trompé. Un peu plus de 150. Bon. Mais ce que je veux dire, ce que tu dis là, sur le principe, laissons tomber les chiffres. Ce que tu poses un problème politique. C'est... Nous sommes à 6 mois d'élection, donc c'est bon de parler de ces trucs-là. Oui, mais tu as raison. C'est dommage qu'on n'ait pas... Le gars que tu as invité, le professeur d'université, qui était politiste d'ailleurs. Hein. Bon. Mais il nous aurait expliqué ça de manière plus détaillée. Mais la vérité, c'est que les partis de droite ont un électorat captif, beaucoup plus important. Par conséquent, quand De Gaulle a repris le pouvoir en 1958, la première chose, sous l'influence de Michel Debré, qui était un réactionnaire, Michel Debré a fait instituer ce qu'on appelle le scrutin majoritaire à 2 tours. Le mécanisme de ce scrutin, c'est que tu n'as que 2 candidats au 2e tour. Tous les autres candidats sont éliminés. Bon, par conséquent, je prends un exemple. Fort-de-France. PPM. C'est vraiment un exemple par hasard. Hein, par hasard. Comme ça. PPM, 30%. Oui. OK? Carole, 20%. Parti communiste, 10%.
bon, qui se présentent. Le scrutin majoritaire fait qu'on ne va garder en liste que les 2 premiers partis. Bon. Et à ce moment-là, il faudra soit faire des alliances. Donc, c'est là qu'intervient ce que dit notre chroniqueuse. C'est là qu'intervient des possibilités de magouille, de passe-droit, des choses comme ça. Je suis heureux que tu prononces le mot parce que même pour le président de la République, moi je me dis que s'il n'y avait pas eu 2 tours, Macron ne serait pas président. Exactement. Ça c'est clair. Donc en fait, quelque Et part... moi j'ai voté Macron. Oui, mais parce que tu dès voulais... la première élection. Je voulais éliminer... Tu voulais éliminer Le Pen. Mais sur le principe de l'élection, l'électeur peut se sentir floué de voir que la personne pour qui il a voté, qu'il espérait voir gagner, ne gagne pas. Et c'est... Ah, mais c'est la démocratie. C'est la démocratie. Oui, c'est la démocratie, je suis d'accord. Mais Sur les présidentielles, c'est un peu Mais différent. c'est quand même une matière sportive. Hein. Sur l'Assemblée nationale, c'est là où il y a un enjeu. Et d'ailleurs, l'Assemblée nationale, Bayrou a dit, et c'est pas le seul, hein, il a dit qu'il va remettre, qu'il veut travailler pour remettre une dose de proportionnel au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, voilà. Donc, Alors, et là, il y a un vrai débat, parce que durant de nombreuses années, la Mais lui, proportionnelle... parce qu'il est de petits partis qui est pénalisé par ça, lui aussi. Voilà, Le et durant de nombreuses années, à l'Assemblée nationale, certaines personnes n'ont pas voulu mettre la proportionnelle. Pourquoi? Parce que le Rassemblement national, à l'époque, du moins c'était le Front national, se retrouvait souvent sans parlementaires alors qu'ils faisaient énormément de voix. Et c'était pour faire en sorte qu'ils se retrouvent avec 1 ou 2 députés à chaque fois et qu'ils ne puissent pas avoir plus de députés. Et c'est François Mitterrand qui a permis ça. Voilà. Et là, nous sommes vraiment pas dans la même configuration actuelle, là, puisqu'il y a eu quand même une razzia quand même en termes de députés au Front à l'Assemblée nationale. Et ce qui fait que dans les négociations qu'il y a entre groupes, François Bayrou a déjà proposé ça et le débat viendra à l'Assemblée nationale très bientôt. En juin. Très bien. C'est très important ce que tu dis là parce qu'il faudra suivre un petit peu la position des différentes formations politiques. Tout à fait. Mais si à l'Assemblée nationale il y a une dose de proportionnelle, etc., nous par exemple dans nos territoires, nous serons en difficulté à ce niveau-là. C'est-à-dire que en termes de nos partis qui représentent, parce qu'on sait très bien qu'ici, en termes de voix, on va se retrouver à peu près dans la même configuration qu'on retrouve pour les élections européennes, par exemple. Où très souvent, on prend quelqu'un de la Réunion, parce qu'à la Réunion, en termes d'habitants, en termes de voix, il n'y a pas photo. Donc, ce qui fait quand on regroupe la Martinique et la Guadeloupe, et souvent on se retrouve avec des parlementaires mais ils ont supprimé cette loi-là où, justement, maintenant, on doit faire partie des... Ils ont fait un bassin. Ils ont changé, alors qu'à une époque, ils avaient mis un bassin. C'est ça. Ça évolue systématiquement. Les élections européennes. Mais les partis nationaux, qui est-ce qui place sur leur liste aux élections européennes? Pourquoi? Ce sont des gens souvent, là où ça se voit d'ailleurs, c'est un parlementaire européen, réunionnais, qui a été mis en place. Même si on a eu la chance, entre guillemets, d'avoir Orville. Parce qu'il y avait quelqu'un. Mais il y a eu plusieurs, rappelons qu'il y a eu plusieurs élus qui ont démissionné, qui se sont retrouvés ministres, donc ce qui fait que ça a permis de faire monter. Voilà. Oui. Eh bien, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Je pense qu'avec des élections qui sont proches, dans 6 mois à peu près, non, c'est dans un an. C'est en mars. Les élections sont en mars, donc on n'est pas encore dans les 6 mois, mais on est déjà dans les moins d'un an. Il y a les élections municipales. Après, le reste, au niveau de l'Assemblée nationale, on ne sait pas ce que ça donnera. Beaucoup de personnes, on verra. Macron a dit qu'il très bien dissoudre une deuxième fois à partir du mois de juin. Là, tu parles de l'Assemblée nationale. Oui, l'Assemblée nationale. Donc, la stabilité qu'il y aura, et notamment pouvoir faire passer le PLF, le prochain budget, où il faut faire des économies entre 40 et 50 milliards, ce qu'ils annoncent, pouvoir réduire le déficit, mais sachant qu'ils basent cette réduction sur un taux de croissance qui était d'abord de 0,9%, mais ensuite à 0,7%, et je pense que vu la conjoncture, ça va être compliqué d'atteindre ce taux de croissance-là. Mais vous y croyez vraiment qu'il va faire cette dissolution à nouveau? Ça dépendra de ce qui se passe au niveau de l'Assemblée. Parce que si là, ça devient gouvernable et qu'il y a un blocage, notamment pour le prochain budget, le PLF 2026, donc ce qui fait que... Il y a plusieurs raisonnements. Il y a plusieurs raisonnements qui sont en présence. Le premier raisonnement, c'est celui de Mélenchon. C'est d'essayer de faire tomber le gouvernement Bayrou. Notamment sur ce que tu dis là. Ouais. Bon. Il n'est pas tellement suivi par les autres membres socialistes de notamment. La gauche, le Parti socialiste et aussi le Parti communiste. Parce que les sondages montrent que de plus en plus, la majorité des citoyens français
veulent de la stabilité, veulent que des décisions soient prises sur leurs problèmes quotidiens. Bon, je dirais que si on prend la Martinique, il y a le CIOM qui aurait dû se tenir, comité interne avec 72 mesures importantes, notamment sur la vie chère. Nous avons besoin, M. Valls a promis, nous avons besoin qu'on prenne, enfin, on a fait quelques mesures pour baisser les prix, mais ce n'est pas suffisant. Il faut prendre une loi sur la vie chère. Il y a une question qui est soulevée, c'est la question de l'octroi de mer. Va-t-on ou pas supprimer ou orienter, démolir en partie ce qui est le projet de l'Europe. De l'Europe et du ministère des Finances français. Oui. Tous les rapports, tous les derniers ministres. Ministère des Finances français. Pourquoi? La raison principale. Il y a deux raisons techniques. Je ne vais pas aborder, mais la raison politique principale, c'est trop de pouvoir aux élus martiniquais, guadeloupéens, réunionnais et guyanais. Fixer l'impôt pour une collectivité locale, c'est un pouvoir réel et non pas, qui n'a pas besoin d'aller quémander, supplier M. Macron toutes les semaines, comme le fait les Chimie, vraiment anti-l'argent. C'est pas de son caractère, ça, anti-l'argent. Enfin, j'ai pas l'impression. La dernière lettre qu'il a envoyée, bon, c'est pas comme ça qu'il a dit ça. Ah, d'accord. C'est plutôt l'inverse, non, mais quotidien. Quand même, Serge Timé est un homme cultivé, jamais éduqué. Quand il écrit, il dit, Monsieur le Président de la République, nos collectivités ont des difficultés à résoudre des problèmes sociaux, etc. Et nous avons besoin que vous preniez en charge notamment les allocations individuelles de solidarité, le RRS. Tout comme vous avez fait un courrier aussi à l'époque avec vos élus pour pouvoir demander le remboursement de ces sommes avec 700 et quelques millions. Donc c'est classique. Mais je me permets, mais pour reprendre les termes que tu dis de ce s'il vous plaît, etc. Pour avoir pratiqué notamment à l'Assemblée nationale, je n'ai jamais vu ça. Contrairement à d'autres personnes que j'ai vu qui faisaient des interventions un peu feutrées, je l'ai toujours vu faire des interventions. Ça a même valu certains événements que l'ensemble des Martiniquais connaissent. Où pour la première fois historiquement, on a vu qu'à l'Assemblée nationale, la séance a été arrêtée à ce niveau-là. Donc, c'est pas quelqu'un qui se rabaisse. Je veux juste clarifier les choses à ce niveau-là. Nous sommes d'accord. Il y a dans l'attitude de la République française, d'une manière générale, en ce moment, avec les problèmes financiers qu'il y a, de rendre responsable, d'une manière générale, les collectivités locales responsables de la dette. Au niveau national. Bon, et d'ailleurs, les grandes associations d'élus, comme l'association des maires, l'association des élus régionaux, protestent. Bon. Mais le fond du problème concernant l'outre-mer, c'est qu'on ne tient pas compte de la situation sociale dégradée. Quand vous avez 33% de gens en dessous du seuil de pauvreté, il y a un seul département qui atteint un chiffre de ce type, 21-22%, c'est la Seine-Saint-Denis. Mais la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, c'est 45%. La Réunion, c'est 42%. Mais on était en train de parler de l'octroi de mer. Hein. Alors, je parlais de l'octroi de mer de l'Assemblée nationale. Tu as parlé de la dissolution de l'Assemblée nationale. Oui. Et pour pouvoir illustrer ce qu'il a dit au-delà de ce que Michel a dit, d'autres partis, notamment d'autres mouvements, que ce soit le Parti socialiste, mais aussi peut-être une partie des communistes, je ne sais pas ce que va en penser Michel, ils sont contre la dissolution pour l'instant tout de suite, parce que ça fait le rapport par rapport à ce que tu as dit. Bientôt, tu as les élections municipales. Et ce qui fait qu'ils ne veulent pas donner un tremplin, notamment au Rassemblement national, tout de suite avec les municipales. Parce que si le Rassemblement national, en moins d'1 an, réussit à faire de nouveau un score très important, voire plus important au niveau de l'Assemblée nationale, ça va créer une dynamique par rapport aux municipales. Et l'enjeu des municipales font que beaucoup de parlementaires ne sont pas actuellement pour la dissolution et pouvoir faire tomber le gouvernement. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de tout ça, Karine? Alors, pour commencer, j'ai été... On me fait savoir qu'il y a un portable allumé sur le plateau, que ça pose des problèmes à ceux qui sont à nos amis dans la technique. Merci pour le message. Alors, pour commencer,
j'ai été très étonnée que François Bayrou tienne aussi longtemps. En fait, il manque de crédibilité. Il est tout le temps en instabilité politique. Et pourtant, c'est à coup de lobbying qu'il arrive à se dépatouiller et à éviter les motions de censure successives. Il avait réussi à éviter justement une motion de censure en promettant au Parti socialiste qu'on allait revenir sur la réforme des retraites. Quand le Parti socialiste a voulu revenir dessus, il a dit « Ah non, finalement ça ne m'intéresse pas ». Donc il n'est pas garanti. Pas tout à fait. Il n'est pas garanti qu'il puisse s'en sortir perpétuellement comme ça, mais c'est vrai que l'instabilité du pays fait craindre beaucoup de soucis sur le plan national, mais aussi sur le plan international. On a aussi le cas de figure où si jamais il y a une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale, il n'est pas impossible qu'Emmanuel Macron passe par l'article 16 de la Constitution et prenne les pleins pouvoirs. Donc, ah bon? S'il y a une dissolution? S'il y a une dissolution et que le pays est ingouvernable, oui. Il n'est pas je crois que c'est si le pays était en guerre. Aussi. Oui, mais là, je pense que... Aussi. Non, si l'Assemblée est ingouvernable, c'est l'Assemblée ingouvernable. S'il n'y a pas de majorité, s'il n'arrive plus à gérer le pays, il a la possibilité de recourir à l'article 16 de la Constitution qui lui permettrait d'avoir les pleins pouvoirs. Donc, ça aussi, je pense que par rapport à la conjoncture où l'extrême droite est en train de gagner du terrain et où la droite est en train de se droitiser et où le centre est en train de se droitiser, je pense qu'il serait dangereux de dissoudre l'Assemblée nationale actuellement, mais avec tout ce qui se passe sur les médias mainstream de l'Hexagone, je vous rappelle qu'il y a eu un procès de M. Stévin, c'est ça ? Monsieur Stévin, qui est l'un des 8 milliardaires qui détient des... Ah, tu parles de Pierre-Édouard Sterling. C'est pas Stévin ? Non, c'est Sterling. Attends. Oui, mais c'est pas un procès qu'il a. C'est-à-dire que là, tu parles non, il a été convoqué en commission parlementaire pour non, mais ils ont prévu... Ils ont prévu de faire une action parce que justement il y a un trafic d'influence particulier au niveau de ceux qui détiennent les médias. Et lui en particulier, il a été convoqué plusieurs fois en commission parlementaire où il s'est passé de se déplacer alors que c'est une obligation. Il risque... Mathieu, nous ne sommes pas d'accord avec ce que tu dis. Non, ce que je voulais dire simplement, c'est... Elle a raison, mais il faut quand même bien expliquer aux téléspectateurs c'est exactement qu'est-ce qui se passe. Pierre-Édouard Sterling, c'est qui ? C'est un milliardaire qui a fait fortune en vendant des box, notamment des petites box dans tout ce qui touche à l'aérien. Donc c'est un milliardaire. Il a décidé, Pierre-Édouard Sterling, il a dit publiquement qu'il veut favoriser l'élection, entre guillemets, de quelqu'un venant du Front National. Même s'il trouvait que Marine Le Pen, pour lui, ce sont ses propos en off qui ont été dits à certaines personnes, qu'intellectuellement, qu'elle n'est pas assez calée. Donc ça, ce sont ses propos, ce ne sont pas mes propos, de ce qu'il disait. Mais parallèlement, donc pour pouvoir mettre en œuvre ce qu'il a dit qu'il met ces 10 prochaines années, qu'il met 150 millions en gros pour ces 10 prochaines années à disposition de lobbying, etc. pour pouvoir favoriser ces idées-là. Comment ? Par le biais des associations qui font ça passer, parce qu'on n'a pas le droit, on a parlé tout à l'heure en début d'émission, de financement des partis. Donc ce qui fait qu'on n'a pas le droit de venir, que ce soit une entreprise ou une association, quelqu'un, de financer un parti politique. Donc pour faire passer ces idées-là, il a décidé par exemple, de financer certaines associations qui vont prôner les valeurs du Front National, qui vont travailler au quotidien dans les quartiers, dans les trucs, etc. Et c'est ça qu'il a mis en place et qu'il veut mettre en place. Il a déjà essayé parallèlement de racheter des médias. Il n'a pas réussi pour l'instant parce qu'on s'est retrouvé avec des rédactions. Il n'a pas réussi à racheter certains médias. Pour l'instant, parce qu'on s'est retrouvé avec des rédactions. Parce qu'on s'est retrouvé avec des rédactions qui ont décidé de faire grève et qui sont montées au créneau. Mais vu l'amplitude financière qu'il a, il va réussir. Et c'est pour ça que dans le cadre des prochaines élections qui arrivent,
qu'une commission parlementaire s'est saisie de cela et a convoqué Pierre-Edouard Sterling. Qu'est-ce qu'une commission parlementaire? Ils ont le droit réglementairement de vous convoquer et vous devez venir. Et on l'a convoqué une première fois, il n'est pas venu. On l'a convoqué une deuxième fois, il n'est pas venu. Là, à ce moment-là, ils vont passer à un autre stade parce qu'en matière judiciaire, vous êtes obligé de venir. Donc à ce moment-là, il sera convoqué par un juge, etc. Et peut-être qu'il va sûrement se déplacer. Mais sinon, il risque une amende. Mais lui, il peut payer cette amende. L'ancien collègue de Macron a été convoqué à une réunion. Oui, il n'a jamais été. Il n'est pas venu. Il n'est pas revenu. Tu parles de colère. Tu parles de qui a démissionné, qui n'est pas venu pour l'instant. Et c'est dans le cadre de la commission qui est mise en place par rapport notamment à ce qu'on parle du scandale des eaux. Du scandale des eaux. Monsieur qui était sur place, il n'y a pas été. Mais faut pas oublier que il ne va pas une première fois, il ne va pas une deuxième fois, mais in fine, qu'est-ce qu'il risque? Il risque surtout une très grosse amende. Surtout. Une très grosse amende. Je pense que Pierre-Edouard Sterling, l'amende... C'est pas un problème. C'est pas un problème pour lui. Même si prison pas trop, mais l'amende, c'est pas un problème pour lui. C'est dérisoire pour quelqu'un qui est un milliardaire et qui est prêt à mettre 150 millions d'euros durant les 10 prochaines années pour aider à favoriser les idées du Front National, du Rassemblement National, donc les idées d'extrême droite, en tout cas. D'accord. Stérin. Pierre-Edouard Stérin. Ouais, j'ai parlé. Bon, eh bien, on va passer au sujet qu'on vous a proposé. Alors, comme je l'ai expliqué les précédentes fois, le jeudi étant férié très souvent, on fait l'émission donc le mercredi. Demain est férié, c'est pour ça qu'on fait l'émission ce mercredi soir. Je dis ça parce que s'il arrive qu'il y ait des événements graves là, jeudi, vendredi, malheureusement, on ne sait pas ce qui peut se passer. On ne pourra peut-être pas les commenter lorsque vous allez regarder l'émission le vendredi soir ou le dimanche, mais n'ayez crainte, on va pouvoir le faire les jours d'après. Donc, demain, jeudi 22 mai, je crois que c'est une date que tous les Martiniquaises ont dans la tête. Et qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que vous avez entendu des préparatifs? Peut-être le tambour au rond-point? Oui, bien sûr, le tambour au rond-point du Vietnam, oui, qui va résonner. Sur la savane de Fort-de-France aussi, il y a une grosse manifestation avec des tambouillés, etc. Et puis dans beaucoup de communes de Martinique, maintenant, il y a beaucoup de manifestations. Et puis il y a des manifestations, comme tu l'as dit, sportives, il y en a plusieurs. Hein, bon. Et puis il y a le convoi pour les réparations. C'est ce que j'allais dire qui arrive. Je peux signaler celle à laquelle nous participons depuis de nombreuses années, à Sainte-Philomène, à côté de l'habitation du champ, l'endroit où les types, on leur avait interdit de jouer au tambour. L'esclave romain avait joué quand même du tambour, et ils étaient partis en cortège à Saint-Pierre pour obliger le gouverneur Rostolan à signer un arrêté abolissant l'esclavage. D'accord. Bon, et d'ailleurs, alors je répète, ce que je dis là, c'est contenu dans un petit livre écrit par Armand Nicolas en 1964, qui a été réédité 5 fois. Malheureusement, j'ai oublié de l'apporter. Il a été réédité 5 fois. La révolution anti-esclavagiste du 22 mai 1848, en fait, les journées, c'est le 22 et le 23 mai. Bon, pourquoi on a choisi le 22 mai? C'est le jour de la révolte des esclaves. Et la reconnaissance de cette date était l'objet d'un long combat. L'historien comme Armand Nicolas. La première fois que ça a été proposé par les groupes communistes et progressistes à l'Assemblée, au Conseil général, Michel Renard, de triste mémoire, a dit qu'on faisait l'apologie du terrorisme. Michel Renard était communiste, me semble-t-il. Non, il avait quitté le Parti communiste depuis longtemps. Il n'était plus à cette époque-là. Bon, par conséquent, il n'y a pas pire anticommuniste qu'un ancien communiste. Et il y en a beaucoup. Là, c'est une mise en garde. On le voit venir. Je suis dit, c'est une parenthèse parce que mon propos, c'est d'expliquer qu'il a fallu une campagne de masse dans tous les morts de la Martinique. Édouard de Lépine, historien qui avait quitté le Parti communiste. Et ancien maire du Robert. Bon, ancien maire du Robert, mais surtout auteur d'un livre qui s'appelle « Questions sur l'histoire antillaise ». Dans ce livre, il dit ceci. La gauche continuait dans des processions religieuses à aller devant le palais de justice, devant la statue de Victor Schœlcher,
Alors que le Parti communiste, puis le Parti progressiste étaient dans tous les mondes en train de diffuser l'idée que les esclaves n'avaient pas attendu le décret de Schœlcher pour arracher le fait principal de cette révolte, même si aujourd'hui elle est suivie de manière de toutes sortes de formes, notamment des fêtes, des manifestations sportives, etc. Et culturel. Et puis le tambour que tu signales. Le fait principal, c'est quoi? C'est que il y a une révolution de gauche en France, la Deuxième République, avec des hommes de gauche, je le dis, parce qu'on a détruit des statues, mais on ne veut pas détruire l'histoire. Les hommes de gauche, Lamartine, Arago, Schœlcher, dans ce gouvernement, ont créé une commission pour l'abolition de l'esclavage. Et il était prévu un décret. Bon. Le décret a été signé le 27 avril 1848. Mais, comme à l'époque, pas ni télégramme, pas ni Internet, c'est par bateau. Et c'est quand le décret, le journal officiel de France arrivait dans la colonie, que le gouvernement, le gouverneur promulguait les textes qui s'appliquaient aux colonies. Donc, les esclaves avaient entendu parler de ça, ils ont commencé à protester, à faire des grèves, à ne plus aller travailler. Et sur certaines habitations, notamment l'habitation du Becquet du Champ, ils ont commencé à faire une grève. Et ont battu du tambour. Et on leur a donné le fouet. Et c'est là qu'ils se sont révoltés et qu'ils sont descendus à Saint-Pierre, qui se trouvait la capitale de la Martinique. Et ils ont exigé du gouverneur, qui s'appelait Rostolan, de signer l'abolition de l'esclavage. Ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Mais ça n'a pas suffi. Quand ça a été découvert par deux communistes, excusez-moi, je prends la parole. Deux communistes. Gabriel Henry, qui était conseiller municipal dans le premier conseil municipal communiste avec à sa tête Aimé Césaire. Gabriel Henry. Bon, il a fait la rue du Vieux Chemin, que tu connais. Oui. C'était la rue du 22 mai 1848. Mais il est bon de rappeler tout ça. Nous sommes à la veille du 22 mai. Il faut tout à fait. Les enfants. Non, mais pas de problème. Mais tu peux, c'est une bonne chose. Mais par la suite, quand les archives peuvent être consultées au ministère de la France d'Outre-mer, Armand Ducallet est allé plus loin. Armand a fait des recherches. Il a trouvé des correspondances de Becquet avant les événements. Sur mon habitation, je ne peux plus travailler, etc. Avant le 22 mai. Et montre que ce sont les esclaves qui ont imposé la libération. Et par conséquent, ce que l'on tire, et puis, ça n'a pas été reconnu. Les syndicats se sont mêlés. Les politiques aussi. Les politiques, les associations, les nationalistes. Après les communistes. Après. Ce qu'il va dire. Mais, rappelons que... Les nationalistes, après les communistes. Mathieu. Non, je serais juste en train de lui dire que il ne faut pas oublier que, notamment avant que cette date soit reconnue le 22 mai, puisque c'est en 1983 que ça a été déclaré comme jour férié, en novembre 83, voilà. Mitterrand, l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, qui a pris un décret en novembre 1983, parce qu'il ne faut pas oublier que le 22 mai, c'était pas une date fériée, et que notamment, il y avait Aimé Césaire, par exemple, à la mairie de Fort-de-France, qu'il donnait la journée du maire depuis de nombreuses années, à chaque fois, et qui se battait, qui protestait contre cela, pour faire en sorte que cette date soit reconnue. Et après ça, il y a plusieurs maires qui ont décidé d'enclencher, de donner leur journée du maire à la population martiniquaise avant que cette date soit reconnue fériée officiellement. Et que, par exemple, en 1971, il y a eu la place du 22 mai qui a été mise en place et qui, d'ailleurs, demain, il y aura des commémorations chaque année qui est mise en place. Donc, on voit bien qu'entre 1971 et 1983, par exemple, ça fait un certain nombre d'années qu'il y a des élus, des historiens, bien sûr, Armand Nicolas, tu en auras appelé d'autres, qui ont fait un travail très important pour faire en sorte que cette date soit reconnue. Alors, il y a quelque chose de plus malheureux encore que
c'est une question qui me taraude. Libération des esclaves et on paye les béquets. C'est bien ça, hein? Alors, On il paye les béquets. y a eu après. Des indemnisations. Alors, c'est tout à fait très controversé, sur laquelle Gilbert Pargot a fait la lumière. Ce n'est pas Schellcher qui a fait ça, c'est après. Il y a eu un changement de gouvernement, parce que le gouvernement de la Deuxième République a été renversé par un gouvernement réactionnaire. À l'époque, c'était Napoléon III. Napoléon III. Le gouvernement a été renforcé et on a voté une loi pour indemniser les béquets pour la perte des esclaves. Voilà. Effectivement. On a payé à l'époque. Et cet argent a été mis dans une banque locale. Et cette banque a périclité. Elle a été reprise en 1922 par une banque qui s'appelait le Crédit Martiniquais. Le Crédit Martiniquais. Et l'héritier de cette banque qui avait touché les indemnités du gouvernement, n'est-ce pas? Bon, à la même époque, il y a eu aussi la dette d'Haïti, etc. Bon, tout ça, c'est très important pour comprendre l'histoire de nos pays. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent toujours s'aligner sur la métropole. Mot que je déteste, d'ailleurs. Mot que je déteste. La France. Il y a la France et il y a la Martinique. Il n'y a pas ni la métropole. Fermons la parenthèse. Alors, Karine, ça évoque des souvenirs chez toi, tout ça? Des souvenirs? Tu connaissais Oui, bien entendu. toutes ces histoires-là. Alors, bien entendu. Voilà. Après, l'esclavage est-ce que tu joues n'est au pas. tambour? Est-ce que tu sais jouer au tambour? Un petit peu. Un petit peu. J'ai eu la chance, la famille Thérèse est connue pour avoir beaucoup de musiciens. Mon père lui-même jouait de pas mal d'instruments. Et on avait le tambour. On avait plusieurs tambours à la maison parce qu'il y a plusieurs familles de tambours. On avait aussi de la flûte traversière. On avait le piano. On avait plusieurs instruments. Ils jouaient de plusieurs instruments très très bien en autodidacte. Donc en autodidacte. Et qu'est-ce que tu jouais comme instrument? Alors, je n'ai pas eu la chance de poursuivre mon éducation musicale parce qu'il est mort très tôt. J'étais enfant quand il est mort, mais je commençais à jouer un peu de tout. Hein, les instruments étaient à la maison, il jouait très bien, donc je venais de commencer le piano avec lui quand il est décédé. Cependant, c'est en général comme ça qu'on commence. Mais j'ai commencé aussi avec la flûte et puis j'avais commencé aussi avec le tambour. Tu n'as pas fait de saxo? Non, mais il en avait un. Ah oui, il en avait un et son frère qui est décédé le mois dernier, enfin il y a quelques semaines, jouait de l'accordéon et sa sœur jouait de la guitare. L'accordéon était l'instrument préféré à mon donné des esclaves. Tu vois, la famille Thérèse, enfin, dans ma famille, proche en tout cas, en Haïti, on a tous une fibre artistique. En Haïti, l'accordéon est l'instrument principal. Hein. Tout à fait. Écoute, je suis ravie de l'apprendre pour reprendre la connexion avec l'esclavage. Ce que moi, ça m'évoque, hein, notamment au travers des traces que l'esclavage a laissées dans notre société. Il y a aussi malheureusement la division en fonction de la hiérarchisation de la couleur de peau, qui nous vient des pratiques de Willie Lynch, hein, ancien esclavagiste à qui on envoyait les esclaves récalcitrants, qui a travaillé de nombreuses années sur sur les grands principes pour manipuler les esclaves, à savoir la torture psychologique et physique en même temps, pour que même les esclaves les plus robustes perpétuent les principes de hiérarchisation de la peau, etc. Plus un esclave était foncé de peau, plus il était considéré comme inférieur. Ces choses-là ont perduré pendant longtemps, n'ont pas encore tout à fait disparu, mais laissent encore des traces dans notre société. Le fait qu'on nous ait qu'on ait attendu un schéma, qu'on ait configuré un schéma de société où d'un côté il fallait laisser faire ceux qui restaient entre eux, qui géraient l'argent, qui pensaient et qui prenaient les décisions pour la société, et puis de l'autre côté
les descendants d'esclaves à qui on donnait des petits privilèges, des petits accès au confort par-ci par-là parce qu'ils étaient reconnaissants, etc. Mais qu'il fallait pas qu'ils bougent trop dans leur statut. Heureusement, ces choses-là ont tendance à reculer, mais pas encore suffisamment. Nous sommes dans un territoire où la colonialité n'est pas tout à fait obsolète, malheureusement, et où il faudra de toute façon mettre la question de la réparation, notamment le convoi d'actualité, donc c'est très bien d'en parler. Mais la question des réparations est essentielle. Alors, beaucoup pensent que les réparations, c'est forcément des réparations uniquement financières. Non. Il y a la reconnaissance, premièrement, de notre caractéristique de peuple. Il y a la reconnaissance du fait que nous ne soyons pas sur un pied d'égalité en Martinique, pire que les inégalités qu'il y a en France. Donc, l'accès au terrain n'est pas équitable. L'accès aux richesses n'est pas équitable. Non, ça, c'est pas uniquement une conséquence de la colonialisme. C'est une conséquence du capitalisme. Mais pas que. Du capitalisme. Notre du colonialité. Colonial. Oui, le néocolonialisme, si tu l'appelles comme tu veux. Non, le capitalisme. Je termine, Michel, si tu permets. Ah oui. Parce que notre colonialité a aussi ses caractéristiques. Les caractéristiques qui s'appliquent à la Martinique, les caractéristiques qui s'appliquent à la Martinique ne s'appliquent pas forcément de la même façon en Guadeloupe, ne s'appliquent pas forcément de la même façon en Guyane. Alors, ce que tu es en train de dire là, c'est notre colonialité. Ça veut dire qu'il y a encore des colons en ce moment? Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des pratiques d'origine coloniale, qui continuent à exister, et institutionnelles sur nos territoires. Et cette violence institutionnelle-là, on peut parler de violence institutionnelle et financière, qui creuse les inégalités entre les Martiniquais, qui fait qu'on n'a pas les mêmes accès aux droits et qu'on n'a pas la même légitimité pour tout, et du coup, ça pousse certains Martiniquais, on parle de déclin démographique, ça pousse les Martiniquais à aller chercher autre chose ailleurs, en particulier, le mot que je n'aime pas non plus, en métropole, donc en France hexagonale. Donc les inégalités, quand vous avez un Martiniquais, d'ailleurs pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai eu 2 patients qui partent cette semaine en France pour se faire soigner. Quand vous avez des Martiniquais qui soit estiment qu'ils n'ont pas d'avenir professionnel en Martinique, soit qu'ils n'ont pas accès aux soins correctement en Martinique et qui sont obligés de partir, heureusement pour eux, ils ont les moyens, mais ceux qui n'ont pas les moyens, comment font-ils? Toutes ces questions-là sont liées aussi à ce que nous doit la France, parce que nous faisons partie de la France institutionnellement. Sauf que nous ne sommes pas sur un plan d'égalité. Donc, quand on parle de liberté, égalité, fraternité, on en est loin factuellement. Et surtout que comme nous loin, ça ne dit pas, ouais, je sais pas qu'à fait mal. De toute façon, ces pays-là, voilà. Politiquement, on se rend compte que la plupart des personnalités politiques de là-bas connaissent peu les spécificités de tous les territoires d'outre-mer. Du coup, ce qui se passe chez nous, mais dans ces endroits-là, etc. De toute façon, nous sommes négligés. Nous avons une histoire où nous n'avons pas pris part à la reconnaissance de notre intégrité, même après l'esclavage, même jusqu'à maintenant. Et je pense que de plus en plus, là on a parlé des Kanaks, mais on en parle très peu maintenant. On les montre un peu comme des sauvages qui veulent chasser les colons, alors que c'est pas comme ça que ça se passe. Alors qu'ils ont eu de la profitation de la part de la France sur leur territoire, alors que c'était le peuple premier. On n'a pas la même histoire, mais nous aussi, nous avons nos valeurs et nous avons nos spécificités à défendre. Donc, dans l'accès aux droits et dans la reconnaissance des inégalités que nous avons eues, nous avons droit à des réparations. Il y a des terres qui sont exploitées en Martinique pour lesquelles il n'y a pas, on considère que ce sont les terres de un tel ou un tel, alors qu'il n'y a pas de titre de propriété. Parce que les meilleures terres avaient été réquisitionnées comme ça depuis l'époque. Donc, je pense qu'il y a de véritables questions fondamentales sur lesquelles il faut s'accorder pour rétablir l'accès aux droits, rétablir l'accès à la terre, parce qu'un peuple a besoin de terre pour pouvoir exister et puis
faire vivre les futures générations. Et en termes de légitimité, en termes d'intégrité, nous avons besoin de cette reconnaissance-là pour passer à autre chose après. On passe la parole à Mathieu. Moi je pense que les séquelles de cette période sombre de l'histoire sont encore toujours présentes dans notre société, que ce soit sociale, que ce soit économique, que ce soit en matière sanitaire, en matière humaine, voire en matière politique aussi. Et ce qu'il faut il faut que vraiment qu'on réussisse à avancer à ce niveau-là. Donc ça c'est vrai, c'est une réalité. Il y a toujours, ça se voit sur certains aspects de notre société, que cette période, même si ça fait 177 ans, quand même, c'est les choses, il y a toujours des conséquences, notamment en matière d'économie, qu'on en parle souvent dans différents domaines de notre société. Mais et je considère aussi, surtout, parce qu'on a un souci de transmission à ce niveau-là, notamment vis-à-vis des jeunes. Et ça se voit, je le vois lors des différentes commémorations, des différentes manifestations, il y a de moins en moins de jeunes, de moins en moins de personnes, ce qui fait qu'on retrouve des fois plus de personnes à la plage, dans d'autres lieux, ça devient un jour ou festif pour eux, mais pas un jour de commémoration. Alors que normalement, que le passé, c'est primordial pour nous. Parce que le passé, le présent et le futur, c'est indissociable. Et si on part, c'est la mémoire, c'est quelque chose, il ne faut pas bien sûr s'enfermer dans le passé, mais la mémoire sert à construire le présent, à habiter le présent, mais aussi à préparer l'avenir, et notamment le futur. Donc, ce qui fait qu'on a besoin de ces éléments-là pour pouvoir se construire. Et si on laisse une déperdition notamment en matière d'éducation sur cette date qui est très important pour nous, à ce niveau-là, on aura des difficultés à l'avenir. Parce que je considère qu'il faut quand même commémorer cette date et que c'est une date très importante. Et c'est pour ça que, depuis de nombreuses années, moi, dès que je peux, du moins pas dès que je peux, j'ai toujours commémoré cette date. Alors, nous sommes donc le 21 mai aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on a un espoir que ça change, je ne sais pas, parce que c'est vrai que j'entends ça, hein, ce discours-là depuis des années, c'est vrai, tout ce qui a été dit sur le plateau là aujourd'hui, mais ce serait bien qu'on puisse aussi se demander qu'est-ce qui peut faire tout ça changer. Non, mais chaque génération doit trouver ses chaînes à briser. Chaque génération. Ça, c'est oui, c'est une réalité. C'est une réalité. Donc, ce qui fait qu'il y en a qui ont trouvé, qui ont fait les choses avancer. Oui, parce que Karine dit que les jeunes Martiniquais s'en vont. Oui, c'est une réalité. Je vais te répondre. Karine a eu raison de rappeler la hiérarchisation de la société suivant la couleur de peau. Bon. Ce que nous devons noter, c'est que chaque fois que le peuple martiniquais s'est rassemblé, il a obtenu des avancées, notamment sur le plan social. Je suis obligé de rappeler un certain nombre de choses. La sécurité sociale n'existait pas au temps de la Savage. La petite carte verte là, qui s'appelle la carte vitale. La carte vitale. Je dirais que c'est la carte communiste, 1948. Mais oui, il faut l'amont, la sécurité sociale. Aujourd'hui, avec ta carte vitale, tu vas te faire opérer à la MENA. Maintenant, les gouvernements de droite essaient de réduire sur les remboursements, mais l'essentiel, tu n'as pas ça. À Sainte-Lucie. Oui, ou à Dominique, les pays anglais. C'est une conquête de la classe ouvrière. On parlait du capitalisme. C'est une conquête de la classe ouvrière martiniquaise et des ensembles des hommes qui a été imposée au gouvernement français. Et je pourrais prendre d'autres exemples. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin, Michel? Oui, on peut aller plus loin. Comment Je te réponds chaque semaine. Dans Justice, c'est ce que nous expliquons. Alors, concernant le 22 mai, je me permets, pour une fois, de me lire. OK? Pour changer, nous devons nous engager et puiser dans l'esprit du 22 mai. L'esprit de résistance et de conquête du 22 mai. Donc, commémorer, c'est pas simplement, comme il a dit, regarder le passé et puis contempler le passé. Il faut tirer des leçons. Les esclaves n'ont pas attendu le décret. Ils se sont mis en marche. Mais c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. C'est en nous-mêmes que nous pouvons trouver la force et le courage de remettre nos sociétés sur pied, comme nos ancêtres ont su résister à l'écrasement
esclavagistes, etc., etc. C'est-à-dire que à la une de justice, l'esprit, il y a le 22 mai, mais il y a l'esprit du 22 mai que nous devons cultiver. Et qu'est-ce que nous pouvons faire? Eh bien, nous devons essentiellement, ou d'une seule chose, s'arracher plus de responsabilités locales. Il faut que les Martiniquais conquièrent le droit de gérer eux-mêmes leurs propres affaires. C'est ça le pas. Nous avons fait un pas avec la liberté le 22 mai, mais ça c'est le deuxième pas que nous avons à faire. Voilà ma réponse. La liberté physique. Ouais. La liberté physique. Et je rajouterais, en rapport avec ce que Michel vient d'évoquer, que nous avons, à l'heure où nous avons accès aux informations, l'obligation de nous renseigner sur notre histoire, sur notre identité, sur ce qui nous unit plus que sur ce qui nous divise. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et pourtant, ils ont réussi à arracher leur liberté. Ils ont réussi à obtenir gain de cause pour l'intérêt collectif. Mais il y a tellement de choses subtiles et non subtiles qui nous conditionnent à rester divisés. Vous croyez que quand il y a eu l'abolition de l'esclavage, il n'y avait pas des esclaves qui ne voulaient pas... Ils ont préféré rester chez le maître. Qui ont préféré rester chez le maître. Je termine. Il y a des esclaves qui n'ont pas voulu prendre des coups ou risquer de se faire tuer. Et pour autant, les autres ont pris le risque et ont défendu leur intégrité et leur dignité. Il nous appartient, dans l'esprit du 22 mai 1848, de bien se rendre compte que dans la configuration mondiale dans laquelle nous sommes là, dans tous les pays, on conditionne les populations pour qu'elles soient dociles. Nous ne sommes pas exempts de ce genre de manipulation-là. Donc, il nous appartient, avec l'accès aux connaissances que nous avons, de défendre notre intégrité, notre identité, pour avoir un avenir plus serein que ce que nous avons là actuellement, parce que c'est avec la croissance des inégalités et des injustices que la société devient plus violente, pour faire le parallèle avec les actualités. Parce que le présent est aussi conditionné par ces choses-là. Donc il nous appartient d'être éveillés là-dessus. Quelque chose encore sur le 22 mai avant de passer à autre chose? Non, je suis globalement d'accord avec tout le monde. Et maintenant, il faut qu'on arrive à passer à une phase aussi de mise en place de politiques publiques, notamment en matière éducative, mais dans tous les secteurs, adapter la santé dans tous les secteurs pour permettre en sorte que notre territoire puisse émerger et s'en sortir davantage, notamment en matière économique et en développement, et qu'on puisse rayonner. Qu'est-ce qui peut faire bouger la France? Nous avons un beau pays. Qu'est-ce qui peut faire bouger la France? Je peux te répondre? Oui, c'est une question, oui. Oui. Alors, personnellement, je reste persuadée qu'à l'heure d'aujourd'hui, la France est en grande difficulté parce qu'elle ne peut plus compter sur son exploitation des pays africains, donc de ses anciennes colonies, pour s'enrichir. Les départements d'outre-mer, départements et territoires d'outre-mer... Je dis les pays, moi, c'est juste une précision. Oui, enfin, les territoires d'outre-mer... Michel Assou, il est d'accord avec pays. Oui, enfin, quelle que soit l'appellation qu'on leur... On aurait très bien pu ne pas... J'ai interrogé, par exemple... Laisse-la aller au bout de son raisonnement. Mais oui. J'ai interrogé un historien connu en Martinique pour essayer de trouver une autre formulation qu'outre-mer. On a beaucoup discuté, on n'a pas réussi à trouver Corinne quelque chose. Caster a fait une intervention à la Sorbonne récemment là-dessus. Ah, ben ça m'intéresse, donc on va en discuter après l'émission. D'accord. Et donc, pour en revenir à ça, nous, en termes de proportionnalité, maintenant que la France n'a plus que l'outre-mer à laquelle se raccrocher pour puiser un petit peu plus de richesse et de rayonnement dans le monde, parce que nous participons grandement au rayonnement de la France, notamment en agrandissant ses surfaces maritimes et aériennes, eh bien, il nous appartient aussi de nous unir avec nos confrères, nos confrères des autres territoires d'outre-mer pour faire pression sur la France pour une meilleure reconnaissance de nos territoires, une meilleure reconnaissance de notre intégrité, et puis la France nous doit.
Nous participons grandement à la profitation de la France pour s'enrichir sur nos territoires. La France nous doit. Nous sommes des territoires délaissés. Nous sommes des territoires où les inégalités ne cessent de croître. Et ça n'a pas démarré avec le Covid ou autre chose. Ça a démarré, c'est depuis toujours, parce que la colonie était censée permettre à Paris de s'enrichir tout en ne coûtant rien à Paris. Alors, est-ce que c'est une affaire qui peut avancer politiquement? Politiquement, je pense que pour que nous puissions avancer dans l'outre-mer, il nous faut nous unir comme si on était un seul pays pour bien dire à la France, bon voilà, vous avez bien profité de l'État colonial à l'époque. Maintenant, vous devez réhabiliter les structures, améliorer l'état des hôpitaux, améliorer l'état du service public, faire en sorte que nous ne manquions de rien. Parce que nous avons été négligés trop longtemps. Nous ne sommes pas dans des égalités de droit. Ce n'est pas vrai. Donc, par conséquent, nous avons la possibilité, si nous arrivons à nous unir, parce que bon, la division, il y en a toujours, comme je vous ai dit, même à l'époque de l'esclavage, il y en a qui étaient contre l'abolition de l'esclavage ou contre les manifestations. Mais il faut qu'il y ait une cohésion quand même des ultramarins pour réclamer le fait de ne plus être des sous-Français. Des Français à part et des Français à distance. Très bien, Mathieu. Non, je souris parce que Karine parle de certaines choses et après elle utilise des termes qui me heurtent un peu. Quand elle dit ultramarin, je pourrais dire pourquoi c'est ultramarin, c'est moi. Parce que oui, bon, j'aurais pu dire l'inverse parce que tu utilises des termes qui, des termes. J'aurais bien aimé qu'il y ait d'autres termes, mais c'est comme ça que. Mais bon, moi je me qualifie pas d'ultramarin en tout cas. Bon, mais moi c'est. J'aurais bien aimé qu'il y ait autre chose, une autre détermination. Non, je ne veux pas être franchement faire les débats trop longs dessus. Je veux juste te dire que, comme Michel l'a dit, comme Karine l'a dit, ça passe par nous, ça passe par la population, et ça passe par notre devenir, et notre avenir passe par la population et par nous. Peu importe ce qu'il se fera à l'avenir, ça passera par nous. Qu'est-ce qu'elle peut Donc par les aspirations de la population. Qu'est-ce que la population peut faire? La population peut faire, elle peut travailler en commun, et lorsqu'il y a des aspirations, parce que peu importe ce qui se passe, peu importe l'évolution de ce qu'on a mis en place, la population doit être consultée. Et quand on a vu, lorsqu'il y a des fois que la population se met ensemble, qu'il y a des manifestations, qu'il y a des choses, il y a un référendum par exemple, référendum, entre autres, sur certains sujets, certaines grandes questions. Macron a bien dit qu'il veut consulter sur 3 ou 4 grands sujets sociétaux, notamment, notamment, en tout cas, il exclut déjà la retraite et certains sujets. Donc ça, on verra bien. Mais ces choses-là, les mobilisations de la population, certains grands sujets pour faire les choses avancer. Pour dire qu'il faut que vraiment qu'on réussisse en matière économique, en matière de développement économique, en matière sociale, que les choses, qu'on puisse s'en sortir davantage. Et chaque fois qu'il y a des mobilisations, c'est à ce moment-là qu'on voit que les choses bougent en France. C'est la seule manière qui les fait bouger. Mais même en France, en Hexagone, quand les Gilets jaunes se sont mobilisés, c'est à ce moment-là qu'il y a des choses, qu'ils ont réussi à obtenir des choses en France et qu'on a vu tout de suite que des choses ont évolué, certains grands sujets, qu'ils ont obtenu des choses. Et ce qui fait que ce sont les manifestations et les mouvements qui font qu'en général, que dans l'histoire, que les choses évoluent et que les choses avancent. Les grandes avancées ont été faites par des mobilisations. Michel peut en dire beaucoup à ce niveau-là. Alors Michel, est-ce que politiquement on peut faire avancer les choses? Est-ce que c'est le peuple? Est-ce que c'est la politique? L'avancement est dans les mains de qui là aujourd'hui? L'avancement est entre... Elle a énoncé une première condition, c'est que faire comprendre au gouvernement français que les pays, pas les territoires, les pays dits d'outre-mer, pays des océans, apportent à la France beaucoup de prestige et d'éléments de géopolitique. Elle a cité la mer. Deuxième puissance mondiale. La biodiversité, etc. Et même, je vais citer un chiffre. La France dépense en Martinique, chaque année, au budget de l'État, 2 milliards 900 millions. La Martinique achète... Attends. La France dépense 3 milliards dans le budget. Dans le budget. Dans le budget, globalement. Le budget de la France consacre 2 milliards 900 millions à la Martinique. À peu près la même chose pour la Guadeloupe, etc. OK. Et la Martinique, ça fait au total, l'outre-mer coûte 21 milliards. Si on prend le cas de la Martinique seulement, oui. La Martinique achète
pour 3 milliards 200 millions de marchandises en France. Autrement dit, le nouveau système colonial, ce n'est plus le système qui consistait à faire cultiver de la canne et à vendre de la canne, du sucre en France. Ce système-là a changé. Ok? C'est fini ça. Le vieux système colonial. Le nouveau système colonial pour la France, c'est à consister à envoyer de l'argent, RSA, SMIC, charge sociale, sécurité sociale, hôpital. Tiens, l'hôpital Labinard, Pierre Zobda Kittman, en 1984, a arraché ça au gouvernement de gauche. Hein. C'est un progrès quand même, hein. Ben Même oui. s'il y a des problèmes. Mais c'est un progrès. Bon. Donc tout exemple, c'est-à-dire que les choses avancent par des combats. Bon. Eh bien, ce qui se passe là aujourd'hui, c'est qu'il faudra, à ce moment-là, faire comprendre à la France que quand elle vend, quand nous achetons 3 milliards 200 millions de marchandises, produits alimentaires, médicaments, etc., ça fait tourner son industrie, ça fait embaucher des personnes en France, ça diminue le chômage. Donc, voilà à quoi servent les départements d'outre-mer. Donc, nous ne sommes pas un fardeau. Nous ne sommes pas un fardeau. Et, par conséquent, nous devons instituer de nouveaux types de rapports. C'est que, je prends l'exemple, au lieu d'acheter 3 milliards 200 millions à la France, nous devrions pouvoir 100 millions, 200 millions, 300 millions acheter dans la Caraïbe et moins cher. Nous n'avons pas cette liberté. Voici, c'est ce que disait Kira Liker, la liberté commerciale. La liberté commerciale. Sur ce point-là, le président de la 7e a signé dernièrement. Oui, notamment, il y a plusieurs choses. Il y a l'intégration de la Martinique au marché du CARICOM, etc. Mais après, derrière Est-ce qu'on peut commercer déjà? c'est un petit peu plus compliqué parce que tu as des équivalences notamment de normes européennes, françaises, mais européennes aussi, et ce qui fait qu'en matière de commerce, c'est très compliqué. Donc parce qu'il ne faut pas oublier aussi que ces pays de la Caraïbe-là mettent en place un protectionnisme très important, parce qu'ils ont peur de nous aussi. Ils ont peur que du jour au lendemain, en ouvrant, parce que c'est vice-versa, et que s'ils ouvrent leurs frontières, ils vont être déversés par des produits européens, etc. Parce que nous sommes quand même à la porte de l'Europe, ici. Donc ce qui fait que ces pays-là pratiquent un protectionnisme, et ils sont très prudents aussi vis-à-vis de nous. Hein. Attention, hein. Parce que c'est dans les deux sens. Hein. Donc, voici un exemple. Ok. Ce sont des choses qu'il faut conquérir. Et pour cela, il faut que les partis politiques martiniquais, les gens qui ne veulent pas entrer dans les partis politiques, comment peut-on concevoir, comprendre ces choses-là, si on n'est pas dans un parti politique? Ouais. Nous venons de vivre, je m'excuse, une révolte sur la vie chère. Mais on ne comprend rien. Ceux qui se sont battus, mais ils n'étaient pas capables de discuter. Il faut. Je suis pas d'accord. Hein. Mais moi Ils ont bien réussi à Bon. réunir tout ça de monde autour de la table et ce que les Pour politiques n'ont pas réussi à faire jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Pour se battre, il faut comprendre. Et pour comprendre, il faut militer. On ne se réveille pas un matin en disant je suis révolutionnaire et je fais appel au peuple. Michel. Ouais. Et ça, pour faire comprendre ça à beaucoup de Martiniquais, il faut s'engager. Il faut étudier. Chaque semaine, 10 communistes se réunissent pour comprendre ce qui se passe en Martinique. Bien. Ils ont permis aussi qu'on révèle certaines pratiques qui n'étaient pas au vu de tous. En tout cas, et je pense que c'est pareil au Parti progressiste martiniquais, dans d'autres partis, et le MIM, etc. Les partis constituent l'ossature de la démocratie. Bien. Alors, on va passer à un autre sujet. On est resté longtemps sur ça, mais je pense que c'était nécessaire. C'était nécessaire. Tu as posé des bonnes questions. Ah, merci, Michel. Comment faire? Oui, comment faire? C'est ça qui est dans la tête des Martiniquais. Comment faire? Comment faire? Eh bien, il faut faire peuple. S'engager politiquement. Et je m'adresse aux jeunes. C'est pas simplement faire Internet et puis dire des conneries. Internet. Oui, mais la défiance et la crise de confiance politique est légitime. Je dis les choses clairement. Hein. Réagir sur Internet par des vidéos,
C'est pas ça qui va avancer les choses. Bien, alors, il y a plein de choses, ouais, ok. Donc, une marche blanche contre la violence, alors que quelques heures auparavant, un nouvel homicide était à déplorer. C'est les 3 meurtres de McDo, près du McDo. Il y a eu un 13e, et puis il y a eu malheureusement un château. Sur la route de Châteauboeuf, sur la gauche en montant, malheureusement à la résidence. Il y a eu Alors tu parlais des réseaux sociaux. Moi j'ai vu un clip, je sais pas, il me semble que c'est ce jeune-là qui a été tué, il me semble. Et il y avait quelqu'un qui dansait à côté avec des liasses de billets de 20 €, de 50 €, de ceci, cela. Il montrait ça à la caméra. Non, mais bon. Je ne sais pas si c'est ça, hein, mais bon, ça m'a un petit peu interpellé, oui. Ouais. Je ne savais pas, donc je ne sais pas pourquoi tout ça a été fait, mais n'empêche qu'on a 13 morts par... Oui, on a eu 13 homicides en Martinique, dont une majorité par arme à feu. Arme à feu. Malheureusement, et que, rappelons que l'an dernier en Martinique, on avait quand même 25 homicides, et que nous sommes dans le top 3, nous sommes le 3e territoire où il y a le plus d'homicides. Devant, on retrouve la Guyane qui a eu 59 homicides en 2024. Et du moins, non, 59 homicides en 2023, 49 en 2024. Donc on voit quand même que le territoire est très important. Et la Guadeloupe, l'an dernier, a eu 33 homicides. Donc ce qui fait qu'on voit les différents ratios, mais nous sommes les 3 territoires, malheureusement, où on trouve le plus d'homicides sur nos territoires. Et on en parle chaque semaine et malheureusement voilà, les choses perdurent. Mais la semaine dernière, on avait Louis-Iberté, quand même un syndicaliste qui nous a appris beaucoup de choses. Louis-Iberté. Louis-Iberté, oui. Tout à fait. Il nous a... Il a insisté sur un aspect important, mais qui n'est pas le seul. Il a insisté sur le fait, l'insuffisance de moyens humains accordés aux forces de police. Il a insisté aussi sur le manque d'engagement des Martiniquais pour aider la police. Et je pense qu'il a raison. Parce que la deuxième condition, si on veut éradiquer la violence, il faut que le peuple martiniquais lui-même, prenne en main l'éducation de ses enfants et de sa jeunesse. C'est l'éducateur d'arts martiaux que je suis qui vous le dit. S'il n'y a pas réintroduction dans l'éducation d'un certain nombre de notions, le respect, l'honneur, le dépassement de soi, la bienveillance, qui est une notion bouddhiste, qui ressemble à la notion chrétienne de charité. C'est un peu l'équivalent. C'est partie des 12 grands principes des arts martiaux. Bon, le bouddhisme... Tu as vu qu'il a dit c'est du bouddhisme en te montrant, donc... Et puis je ne suis pas... tu parlais d'ailleurs... Mais je suis bienveillante. L'autorité. Oui. L'autorité du père, de la mère, des parents, des professeurs. Alors, ce sont ces choses-là qui vont nous aider à nous en tirer. Et puis, la question sociale. Comment voulez-vous dire à un jeune qui ne trouve pas d'emploi de faire attention, de ne pas utiliser des armes à feu? Il va vous répondre en un mois. En une journée, je gagne ce que vous gagnez en un mois. Ouais. Donc, ça pose la question sociale de l'emploi. Mais non seulement l'éducation, mais la question sociale. On revient à ce que nous disions tout à l'heure. Alors, Louis-Iberté disait quelque chose, effectivement. Il faut que les gens aident la police en parlant, en dénonçant un certain nombre de choses. Et il disait que, pour l'instant, les auteurs n'étaient pas connus, mais il n'était pas inquiet, il savait que les gens allaient parler. La Martinique est petite et que, finalement, on allait peut-être dénoncer, en fait. C'est dénoncer ça. Mais il me semble aussi que nous avons un problème avec la police. Quand vous voyez des policiers qui sont en intervention pour interpeller quelqu'un ou bien pour arrêter quelqu'un ou un truc comme ça, généralement, le public qui arrive et qui ne sait pas ce qui s'est passé, généralement, le public prend pour la personne qu'on interpelle. Et
alors qu'ils n'étaient pas là, ils n'ont pas vu le début de l'action. Et je pense que tout ça aussi, il faut que les gens comprennent que la police fait son travail. Il faut respecter la police, il faut respecter les professeurs, les prêtres. Moi, quand j'étais militaire, c'est à coups de pied qu'on nous faisait marcher, d'accord? Moi Mais aussi. voilà, donc ça fait partie aussi de tout ce qu'il faut faire ensemble pour que les choses changent. Oui, on doit tout faire ensemble, tu l'as dit, comme tout le monde ici, unanimement, chaque semaine, on le partage ici en disant que tous les lieux de socialisation se sont effondrés. École, tu l'as dit, il y avait le service militaire, même la religion joue un rôle très important de socialisation aussi, avant. Maintenant, de moins en moins, c'est effondré. Je dis là, oui, c'est vrai. Les religions jouent un rôle très important, c'est vrai. Excuse-moi, tu as raison de me reprendre. Tu as entièrement raison, ce sont les religions. Y compris la religion communiste. Effectivement, les religions et tous les lieux. Tu nous fais du matraquage. Et puis bien sûr, il y a la cellule familiale qui explose de plus en plus et qui malheureusement se retrouve en difficulté. Mais face à tout ça, on a une autre difficulté, c'est-à-dire le développement du digital et des réseaux sociaux. Par exemple, tout à l'heure là, tu as dit que tu as vu des vidéos, TikTok, etc. Et les jeunes sont de plus en plus très tôt atteints par cela. TikTok, normalement, c'est interdit au moins de 13 ans. Normalement, c'est la loi. Mais c'est interdit au moins de 13 ans. Les moins de 12 ans, 63% des moins de 12 ans ont un compte TikTok, par exemple. Donc ça démontre que les choses ne sont pas respectées, que même s'il y a des lois qui font que normalement que les mineurs ne doivent pas voir certaines images, etc. Et on sait très bien, et face à ce développement du digital qui va plus vite que nous, plus vite que tous ces lieux de socialisation qu'on connaît, qu'on a dit là, on se retrouve avec des fois une jeunesse qui est perdue, qui est en grande difficulté et malheureusement commet des actes des fois qui sont terribles. Et c'est à ce niveau-là qu'on a vraiment des barrières à mettre en place pour essayer de faire en sorte que notre jeunesse puisse s'en sortir. Ouais, Karine, mais le travail sera compliqué et de longue haleine. Ah, ça c'est clair. Alors, plus de la moitié des inscrits sur TikTok ont moins de 13 ans, donc c'est un problème. Ils ont accès à des données qui, bien souvent, ne leur sont pas adressées et ne sont pas appropriées à leur âge. Et puis, il y a une perte de repères, une perte de cohésion sociale. Et donc, malheureusement, quand on est éduqué par les écrans, on n'a pas envie des interactions humaines. On fait moins société, on fait moins peuple. Et au fur et à mesure, les enfants naissent presque avec une tablette à la main, puisque des fois, avant de savoir parler, ils savent d'abord naviguer sur la tablette, alors qu'ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Donc, et dans le monde médical, on gère aussi les dommages de ces choses-là. Est-ce que là, il n'y a pas un problème avec les parents? Parce que si tu me dis que les enfants de 12 ans n'ont pas de droit à avoir TikTok, les parents à la maison devraient pouvoir régler le problème. Les enfants qui naissent, tu dis, avec une tablette à la main, il semblerait qu'il ne faut pas que les enfants, les bébés, les jeunes enfants Alors, regardent. je te confirme. Ce sont les parents qui devraient gérer ça. Absolument, mais l'éducation des parents devrait être aussi au cœur des problèmes de l'État. Parce que, en dessous de 2 ans, alors, j'avais parlé de ça à 2 ou 3 occasions. J'avais été... C'était le 5 octobre 2023 à l'Assemblée nationale lors d'une réunion de travail avec des députés et j'avais assisté à une séance dans l'hémicycle et il y avait un député du PS qui présentait un projet de loi sur une réglementation liée à des concertations avec des scientifiques, avec des médecins, avec des pédiatres, avec des acteurs médico-sociaux pour réglementer l'exposition des enfants aux écrans. Donc, il se trouve que de tel âge à tel âge, il vaut mieux éviter ou réduire le temps d'écran à ne pas dépasser 1 heure, etc. Par exemple, avant 2 ans, pas plus d'une demi-heure, enfin, pas d'exposition aux écrans. Entre 2 ans et 5 ans, pas plus d'une demi-heure par jour, etc., etc. Et plus on augmente en âge, plus l'enfant peut avoir de l'exposition aux écrans, mais quand même pas plus de 3 heures par jour. Or, nous, en tant que professionnels de santé, on se forme de plus en plus à gérer les dommages collatéraux de l'exposition aux écrans. Retard de langage, défaut de sociabilisation, défaut de différenciation dans les membres de la famille.
Il y a des enfants qui, bon, à part la maman qui est facilement Oui, identifiable potomite. pour l'enfant, Oui, c'est la eh ben, pandémie, hein. des fois, c'est l'enfant a du mal à dissocier ses frères et sœurs parce que de toute façon, une fois que ses yeux sont sur l'écran, ce qu'il y a autour, c'est équivalent. Et c'est vraiment en coupant. Donc, on a des retards de langage, on a des retards d'intégration. Défaut de vocabulaire. Des défauts de vocabulaire, des retards cognitifs, et puis des défauts d'intégration de réflexes archaïques, et donc des mécanismes de développement qui sont freinés, des apparitions de troubles dys et autres. Donc, malheureusement, cette paire de repères-là, à l'époque, enfin, je suis la plus jeune du plateau, mais moi, je sais que, fut un temps où on pouvait vivre avec plusieurs générations dans la même maison et ça ne posait strictement aucun problème. Et justement, les échanges intergénérationnels étaient source de richesse pour la famille, pour la transmission. Et malheureusement, on perd ces choses-là. Mais puisqu'on parlait d'esclaves, je me rappelle, j'ai vu des films où moi j'habite Gaumont, donc j'ai vécu des choses par rapport à cette commune-là. Mais il y a des endroits où il y a plusieurs maisons et les enfants jouent ensemble dans une espèce de cour et les enfants sont sermonnés ou repris s'ils font des idioties par n'importe lequel des parents qui sont là. Même des adultes ou même du voisinage. Mais oui, c'est ça, des voisins. Aujourd'hui, si un parent, si quelqu'un dit quelque chose à un enfant, le couple là peut arriver très vite, quoi. Ça, tu peux parler comme un bâtiment moyen. Alors qu'en réalité, tout ça faisait partie de l'éducation. Tout ça, on a perdu tout ça. Et puis, je voulais juste rajouter... Je ne dis pas qu'il faut revenir à des temps anciens. Si nous voulons être efficaces et avancer, il nous faut avancer avec les choses d'aujourd'hui, mais en reprenant tu as qu'à dire ça. En reprenant dans nos traditions ce qu'il y avait de positif. En particulier l'autorité des parents. L'autorité des parents. La discipline. Et d'autre part, je ne dis pas qu'il faut tout faire. Mon père m'a fait lire tout Balzac. Mon père se couchait, faisait sa sieste, et mon frère et moi, nous convoquait. On commençait par D'Artagnan jusqu'au vicomte de Boisgelonne. Bon. Et nous avions remarqué, je dis ça comme ça pour le fun, nous avions remarqué que quand on prenait un ton monocorde, mon père prenait sommeil. Donc on a dormi ici très rapidement. Alors, nous cavalons, les boucles là, nous décachapés. Non, mais ceci dit, ce que je veux surtout dire, c'est que on ne peut apprendre que par la lecture. Mais quand je t'entends dire ça... Par la transmission aussi. Non. Quand on ne peut apprendre l'apprentissage, le fait d'apprendre quelque chose. Et de moins en moins se mettre normal. La possession de quelque chose nécessite la lecture et la compréhension. Alors, quand je t'entends parler comme ça, je réponds à Karine pour les enfants avec des portables, des tablettes, tout ça. Moi, mon portable, c'était le bled. J'avais le bled et je devais... Le bled, le petit livre blanc là. Le bled, et le Bechtel peut-être. Oui. Celui-là, moi, mais le bled qui restait dans ma tête. Et Je l'avais aussi. voilà, ben voilà, c'était ça. Les enseignants eux-mêmes... Tu n'as pas connu ça, le bled? Non. Les enseignants eux-mêmes d'aujourd'hui reconnaissent que la lecture fait partie des processus d'apprentissage. Ouais. Tu comprends? Et de compréhension. Comme tu as réduit ça uniquement à la lecture, Je n'ai pas dit uniquement. On apprend beaucoup de choses. On apprend à la télévision, on apprend
en échangeant avec les gens, etc. Mais, c'est là que je voulais en venir. Je veux dire par là, l'apprentissage, la compréhension, le raisonnement. Et la créativité. Et la créativité, mais le raisonnement critique. Parce que ce qui se passe, précisément, avec Internet, c'est l'absence d'esprit critique. L'individu se comporte comme un consommateur, comme une éponge. Il absorbe, sans esprit critique, ce qu'on lui dit. Et prend pour vrai ce qu'on lui dit. Si c'est quelqu'un de sympathique qui sourit, c'est bien, c'est bon. Non, c'est pas comme ça. Pour pouvoir devenir un homme, un citoyen, responsable. Il faut développer, responsable, comme tu dis, il faut développer, et c'est par l'apprentissage, par la formation à l'école qu'on apprend l'esprit critique. J'ai juste une petite chose à rajouter. Oui, rapidement, parce qu'il faut qu'on avance, je pense qu'il y a plein de sujets. Dans le milieu scolaire, avant même, enfin, dès que je suis rentrée au lycée, avant même que l'on ait réellement eu de la philosophie, la première chose qu'on nous a dit, c'est oui, vous allez voir, la philo, c'est dur, etc., etc. Sauf que, comme je suis naturellement anticonformiste, je me suis interrogée à l'époque sur la construction de la pensée qui pouvait amener les gens à dire ça. Et en fait, c'est tout simplement que l'ouverture d'esprit n'était pas là pour savoir exactement... Chaque chose a une raison d'exister. Et donc, je me suis renseignée un petit peu sur la question. Et pour moi, bien avant de rentrer en terminale pour faire de la philosophie, j'avais déjà plus ou moins cerné que la philosophie était là pour travailler la capacité de raisonnement. Je n'étais pas encore tout à fait dans l'esprit critique, mais ça permettait de donner des repères, une structure morale qui permettait de discerner la conduite à tenir face à telle ou telle situation, même quand tout le monde pousse à aller dans une direction, dès lors que ce n'est pas en accord avec les grands principes que l'on est censé, qui sont censés nous habiter, on s'éloigne de notre humanité en allant dans toutes les directions, en se dispersant. Voilà. Donc l'esprit critique, la capacité de raisonnement, c'est essentiel pour la cohésion sociale et pour l'éducation. Alors je vous propose de passer à d'autres sujets parce qu'on aura la lumière bientôt, je pense. Voilà. C'était pas dans les propositions de sujets, mais c'est vrai que le 25, dimanche 25, c'est la fête des mères. Et est-ce que, voilà, c'est pas parce que j'ai parlé de la lumière qu'il fallait la mettre aussi rapidement. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour la fête des mères, si vous fêtez la fête des mères? La femme martiniquaise, la femme créole, c'est vraiment le potomitan. J'ai l'impression qu'elle est... Pas dit ça. Mais c'est vrai. Les ministres diront que c'est une expression obsolète. Hein. Oui, mais bon. Mais c'est une réalité, mon cher Michel. C'est une réalité. Non, mais je dis ça ironiquement. C'est de l'humour au second degré. D'accord. Elle est mère, elle est papa, elle est frère, elle est soeur, et qu'elle fait tout le bagaille. C'est un couteau suisse. Donc, la mienne n'est plus là depuis 1998. Donc, profitez. Tout ça, Guinita, il toujours profiter parce qu'on sent le changement quand il n'est pas là. Alors, comment vous allez fêter là, avec ta maman, par exemple? Eh ben, on va se retrouver. De toute façon, c'est la fête des mères tous les jours pour ma maman parce qu'elle est gâtée. Ah. Elle est gâtée. On va voir tout à l'heure parce qu'elle est elle n'est pas loin. Elle est très gâtée. Elle est gâtée toute l'année. Donc, je pense qu'elle ne va pas démentir. Et donc pour moi la fête des mères c'est toute l'année, il faut honorer sa maman, il faut la chérir, on n'en a qu'une. Et bon, alors comme je vous ai dit, mon papa je ne l'ai plus depuis plus de 30 ans, donc voilà. Mais ma maman a su assumer la gestion de la famille, hein, parce qu'on est deux, on a toutes les deux bien réussi notre vie, si on peut dire ça comme ça, avec toutes les difficultés que ça comportait. Ma sœur est ingénieure en aéronautique. Donc, je pense que ma maman s'est adaptée aux difficultés. Ça a été une source d'inspiration
pour que moi aussi je comprenne que c'est l'adaptation aux difficultés qui nous fait grandir et qui nous fait évoluer et qui nous donne de la combativité au quotidien. Et je la remercie pour cette transmission-là. On parlait de transmission. Et puis, je pense que ma maman, mes mamies, mon arrière-grand-mère, Maman Doudou, que j'ai connue, Maman Doudou, voilà. C'était des femmes combatives et qui n'ont jamais reculé devant la difficulté. Donc, merci à elles, je leur rends hommage. Et c'est avec plaisir que je souhaite une bonne fête à toutes les mamans de Martinique qui en ont bien besoin parce que le quotidien n'est pas facile. Ça devient de plus en plus difficile, surtout avec les nouvelles générations. Donc, il faut bien un jour dans l'année pour leur fête, mais la fête des mères, c'est tous les jours. Il faut leur transmettre de l'amour et de l'encouragement au quotidien pour tous les défis qu'elles ont à relever. Alors Mathieu. Non, je pense que Karine a pratiquement tout dit avant. Non, c'est en tout cas moi je sais pas encore ce que je ferai exactement. Je n'ai pas encore appelé ma mère, j'avoue. D'ailleurs cet après-midi j'ai dit il faut que je l'appelle pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'on fera ce week-end. Par contre je sais déjà que je serai présent dans certaines manifestations aussi dimanche matin, parce qu'il y a pas mal d'associations qui œuvrent dans les quartiers pour mettre à l'honneur des mères, des femmes isolées, etc. qui sont en difficulté parce que des fois leurs enfants sont partis, ils se retrouvent un peu isolés. Et traditionnellement chaque dimanche de la fête des mères, j'accompagne ces associations-là avant d'aller rencontrer ma mère. Mais c'est vrai que ce travail-là que font ces associations, l'ensemble des bénévoles et tout le monde à ce niveau-là, c'est très important de lutter contre cet isolement-là et d'aider, d'accompagner les mères. Il faut les chérir parce que franchement, sans elles, on n'est rien. Donc, et en profiter au maximum. Clair. Et franchement, c'est très important en tout cas. Michel, tu vas fêter au restaurant Alors, tu as raison de dire ce que je faisais. Malheureusement, je suis veuf depuis quelques années. Et ce que je faisais, on allait au restaurant avec mon épouse. Et bien sûr, je lui apportais un petit cadeau. Hein? Bon. Alors, ce que je vais faire, par contre, je vais appeler toutes les mamans dans mon entourage familial, hein, pour leur souhaiter la bonne fête. Voilà ce que je vais faire. Maintenant, j'en profite pour donner mon point de vue sur la fête des mères. Bon, la fête des mères a été longtemps un peu critiquée par les partis de gauche, parce que c'est une fête qui avait été réinstaurée par le maréchal Pétain sous la dictature de Pétain et la dictature pro-allemande. Donc pendant des années, donc, les partis de gauche avaient une certaine défiance que c'était un moyen de manipulation du pouvoir, de l'amour que pouvoir les faire. Bon, progressivement, les associations féministes, notamment l'Union des femmes de la Martinique, se sont adaptées à cette situation. Et je me souviens que les mères communistes, notamment, j'ai un souvenir, c'est Jean-Philippe Duval, au Saint-Esprit, organisait une très grande fête. Des mères, et ils nous conviaient tous à cette fête. C'était magnifique. Et pendant des années, nous avons suivi ça. Il n'y a pas que lui. Bon, Georges Gratien faisait ça aussi. Donc je pense que ce que dit Mathieu, c'est que je suppose que la mairie de Fort-de-France va organiser. J'ai pas reçu d'invitation à ce jour, mais je pense que la mairie de Fort-de-France va certainement faire une manifestation en l'honneur des femmes. J'en profite pour dire que aujourd'hui, dans le contexte que tu l'as dit, le contexte socio-économique d'aujourd'hui, c'est que c'est sur les femmes que repose, notamment le problème de la vie chère, le problème du transport, les problèmes de santé, les problèmes d'éducation. On l'a vu, d'ailleurs, tous les chiffres le démontrent, même en termes de surendettement, ce sont malheureusement les femmes qui sont de plus en plus les personnes surendettées par rapport à la famille qu'elles doivent supporter. Donc, les familles monoparentales. En gros, si la société martiniquaise ne s'effondre pas, c'est en grande partie à cause des femmes et des mères. Par conséquent, je crois que parmi les choses que nous devons faire, nous sommes dans des élections.
Oui, non. en 2020. Ouais. L'une des choses importantes, c'est que les prochains maires Soit plus des soient femmes. plus aux côtés des maires. Ah, aux côtés des mères. Absolument. Parce que Les maires, il a pas dit les la maires, même chose. les C'est pas maires la- c'est pas la même chose. M-A-I-R-E-S C'est pas la même et chose. les maires M-E accent grave R-E. Ouais, qu'il faut apprendre à lire. tout à fait. Pour Et à valider le écouter contenu. aussi. Et- Les homonymes. Malheureusement, Voilà. malheureusement, en termes de lecture, pour illustrer ce que tu disais tout à l'heure, là, en termes de lecture, on sait très bien qu'il y a des tests qui sont mis en place depuis 2011, qui sont mis en place en termes de lecture, et nous faisons pas, bon, l'ensemble des territoires dits des Outre-mer, ce sont les 7 derniers au classement, dans toutes les académies, malheureusement. Donc on voit qu'il y a un vrai travail à faire à ce niveau-là. Alors, ce que je voulais, au début de l'émission, on a parlé de politique, justement, on a parlé de la place des femmes en politique, mais là aussi, je crois que il n'y a pas beaucoup de femmes mairesses, maires ou mairesses, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Il y en a combien? Je connais Mont-Rouge, Ducos, Basse-Pointe. Basse-Pointe, et puis une au dame début, c'était très Mont-Nevers, compliqué, ou et puis bien- pas au Mont-Nevers, à Font-Saint-Denis. Font-Saint-Denis, voilà. premier. 4 maires sur 34. Donc, mesdames, engagez-vous. Oui, mais lors des dernières élections, tu vois que ça avance quand même à un rythme. C'est vrai qu'au début, malheureusement, il y avait que Eugénie. Et puis bon, on parle de la toute première, ça Et fait puis il faut longtemps. aussi que Faut les reconnaître votants encouragent les femmes en votant pour elles. Parce que très souvent, les femmes, et c'est reconnu dans le monde entier, il y a des études sociologiques là-dessus, les projets construits par les femmes permettent un apaisement des sociétés et sont plus structurés. Donc, votons aussi pour les femmes, parce que c'est bien qu'elles se présentent et qu'elles prennent des risques et qu'elles prennent des coups politiquement, mais c'est bien aussi que ces messieurs aient confiance envers les compétences des femmes et votent aussi pour elles. Très bien. Alors, Michel, et puis après, il on y a va quand même parler. une différence entre les départements d'outre-mer. Je crois me rappeler que le pays où il y a eu les premières femmes maires, c'est la Guadeloupe. Hein? Ah, les 7 Michel Chevry. Oui, c'est bien ça. Non, bien Avant avant elle. elle. Non, Alors, mais il j'oublie- parle d'avant, parce qu'ici, il y a Bon, par exemple, il y a la bien- commune bien avant. Alors, du Mont-Nevers, il me semble. Son nom m'échappe, excusez-moi, je donne le camarade guadeloupéen. Ne m'excusez, mais c'est une avocate brillante du barreau, qui était la première femme maire. Bon, il y en a eu d'autres. Bon, et il y en a même maintenant à Saint-Martin, mais surtout pas à la Désirène. Une autre dépendance de la Tu Guadeloupe. parles Marie-Galante? Les Saintes. Marie-Galante. Marie-Galante, oui, c'est. La Marie-Galante, c'est une Elle femme. est toujours Oui, maire, elle est toujours d'ailleurs. maire d'ailleurs, oui, elle est toujours maire. Et également, il y en a aussi à La Réunion. Oui. Donc, ce n'est pas une fatalité. Comme dit Mathieu, au fur et à mesure que les femmes entrent dans les conseils municipaux, deviennent adjoints au maire, prennent des responsabilités, et au fur et à mesure, elles accèdent à la responsabilité de maire. Eh bien, on a Mais la oublié, première femme maire- le maire de Trinité, c'est une femme. Oui, Patricia Oui, Thiel. oui, Madame Oui, Thiel. tout à Oui, fait. c'est la dernière qui était La élue dernière maire. qui a été Et la élue. première femme maire était Joséphine Pancalais, née le 10 août 1886, et elle était communiste. Où ça? Martinique, Guadeloupe? Alors, En France? attends. Non, c'est pas ici. Où ça? Non, c'est pas ici? Ah non, oui, en France. Si c'était la commune de Mont-Nevers. D'accord. En France. Alors là maintenant, on va rendre on va rendre un hommage aux 2 animateurs radio très très bien connus en Martinique. Mano de RCI. Et Mano de RCI qui faisait ses émissions en créole. Et on n'était pas encore aussi moderne que ça pour accepter que. Et il a fait ses émissions. Et il n'a pas anticipé. Je trouve que c'est quelqu'un qui a permis à RCI de gagner de l'audience. Il avait des particularités. Il faisait des émissions spéciales. Ça lui ressemblait. Par exemple, Mano Noël. À un moment, il n'y avait plus de chanter Noël. Ça avait disparu. Et bien, c'est lui qui a remis ça en route avec des animateurs. Et donc, ça, c'est RCI. Et Pierre Lafarge, qui travaille, lui, à RFO Martinique. Donc, ils sont tous les deux partis. Et l'émission aussi avec Docteur. Oui, Docteur Caraïbe. Docteur Caraïbe. Ah oui. Avec. C'est pas juste ton. PPM. C'est pas juste Ah oui, ton. son autre petite mémoire. Il y a une école qui a son nom là. Oui. Et son fils joue au piano, je crois. Oui,
Oui. Non, c'est ça? Oui, non, pas je donne Mais le son de attends, oui, pas le mais fils de Vaton, mais il faisait... les deux Et faisaient puis, il y une a eu sacrée aussi ambition. un autre docteur qui était lui aussi. Lui, alors, il y en a un qui était PPM, l'autre qui était communiste. Bon. Mais c'était des émissions. Ce que je trouvais extraordinaire dans cette émission, c'est que sur les questions de santé technique, ils arrivaient à utiliser des mots créoles Pour pour expliquer. décrire oui. les maladies et mettre les gens à l'aise pour expliquer les symptômes qu'ils ressentaient. Docteur Caraïbe, je ne me rappelle Docteur pas du nom, mais c'était une très belle c'est ça, émission. ouais. Et ça, il fallait un certain talent pour faire ça. Ouais, ouais. Alors moi, je crois qu'il faut effectivement rendre hommage à cette personne. J'ai entendu un hommage rendu par Jean-Claude Asselin de de Beauville, Beauville, oui. Asselin de Beauville, qui raconte dans quelles conditions il avait recruté Mano Lutobi. Bon, et tu me venir lui dire, bon, faut que vous mettez moi un animateur parce que je vais faire une émission créole. À l'époque, les émissions avaient lieu à Sainte-Lucie. Il partait le vendredi en avion. Vous allez à Sainte-Lucie pour faire les émissions pour qu'elles soient divisées en Martinique. Enfin, tout un micmac pour les débuts de RCI. Hein? Bon. Et c'est un... Je pense que nous devons avoir une pensée. Ah oui, maintenant. Bon, là, en tant que rédacteur en chef d'un organe de presse, je pense que... Alors, la seule chose que je regrette aujourd'hui, c'est que les faits de société sont traités comme des faits divers. Il y a récemment, il y a un homme politique, de droite d'ailleurs, qui a dit, mais avec justesse, qu'il ne faut pas confondre les faits de société et les faits divers. Beaucoup de faits divers sont des faits de société. Tu vois? Et ça, je pense que nous le devons à certaines personnes qu'on appelle des animateurs. Mais à l'inverse, c'est là que je fais jouer l'esprit critique. Il y a des faits divers, des faits de société qui sont ramenés au niveau des faits divers et auxquels on ne donne pas d'explication rationnelle. Et ça, non mais c'est pourquoi, c'est pourquoi la succession de ces animateurs, je sais que Martine Premier est en train de recruter. Bon, la succession de ces animateurs demande beaucoup de doigté et de choix. Parce que quand le veut ou non, ce sont des influenceurs. Vous voulez dire un mot sur ça? Mano, Pierre Lafarge, vous les avez connus? Peut-être moi, j'ai connu un petit peu Mano, un petit peu, j'avoue. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de le rencontrer un peu dans le cadre professionnel. Pierre Lafarge aussi d'ailleurs, les deux. Et vraiment, c'était des gens qui ont, au-delà de moi, qui ont œuvré pour la société martiniquaise. Et qu'ils étaient très présents, et notamment, tu as parlé de Mano, notamment il a fait beaucoup de manifestations pour entre guillemets, ce qu'on appelle le troisième âge. Pour les personnes âgées, il a fait énormément de manifestations, il les a mis à l'honneur, il les a aidés à sortir, il y a même des bus, etc. Et il y avait un vrai travail qui était fait à ce niveau-là. Et franchement, on peut saluer le travail très important, parce que la radio, tu connais bien, ce sont des gens, ils sont au cœur de notre maison, ils sont au cœur de nos foyers, et c'est au quotidien. Depuis le matin, les gens se réveillent à 3h, 4h du matin, ils mettent leur radio, ils écoutent, faut pas changer la fréquence parce que c'est leur animateur. Si on change la fréquence, on a des soucis. On a connu ça quand on était jeune. Donc, ce qui fait que franchement, c'est des gens qui sont notre membre de la famille, très souvent les animateurs. Ouais. Merci à tous les trois. On a fait une émission particulière ce 21 mai. Mais je trouve qu'elle a été très bien. J'ai beaucoup aimé. Donc, en tout cas, merci à toi. Bon 22 mai à tout le monde. Et puis une bonne fête des mères à l'ensemble des mamans, en tout cas. Merci à toi, Mano. Merci à vous. Et puis, un gros bisou. Je veux faire mon pèlerinage au prêcheur, mais quand je redescends, je vais au rond-point du Vietnam héroïque. Si tu peux y accéder, parce qu'il y aura du monde. Hein. Il y aura du monde. Mais si oui, mais j'ai besoin d'acheter des acras ou des trucs. Michel. Parce qu'à côté, il y a le business qui fonctionne. Oui. Tout à fait. C'est vrai que ça a changé le rond-point du Vietnam. J'ai connu le rond-point du Vietnam au début où il y avait 10 personnes.
20 personnes, il y avait là, avec une maintenant, bâchée, c'est- etc. Puis après, c'est passé de notre dimension où ils nous demandaient de nettoyer, ils nous demandaient même des sonos, etc. Et puis ça a pris Ah non, mais c'est blague. une telle ampleur et c'est non, vrai que... c'est beau. Non. Mais là, on va non, ça vaut le devoir- coup de rester un bon moment écouter ça. On va devoir arrêter Grégory, c'est même Voilà. déplacé pour me menacer. Et voilà, arrêter. Alors, Donc, je profite juste pour faire un gros bisou à Maryse et à Marie-Josée, mes deux mamans de cœur. Je vous fais un gros bisou et je vous souhaite une bonne fête des mères. Voilà, merci beaucoup. Bonne fête des mères à toutes les mamans qui nous regardent, qui nous écoutent, quel que soit l'endroit d'où vous nous regardez. Voilà, bon dimanche, bonne fin de semaine. On n'est que mercredi. C'est vrai, ce chamboulement des jeudis là, voilà. À bientôt sur Zouk Télévision. Merci Grégory pour ta patience.